Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la récession qui est malheureusement en train de s'installer en France, dans la zone euro au sens large, mais surtout malheureusement chez nous. Des chiffres viennent de sortir assez catastrophiques. Je sais que c'est loin du discours ambiant où on veut nous faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On est évidemment très loin de cela. On aimerait le dire, mais ce n'est pas le cas. On va voir ça dans le détail avec des graphiques très durs à supporter. Je préfère prévenir les âmes sensibles, mais on se doit de regarder la réalité en face justement pour réagir en conséquence parce que la question se pose, comment se protéger contre la récession, contre la forte inflation, contre l'augmentation également des taux d'intérêt? Eh bien, comment protéger, j'ai envie de dire, notre épargne, bien sûr, mais également nous-mêmes, nos emplois, comment protéger également nos entreprises? Quelle stratégie doit-on adopter pour sortir par le haut de cette crise qui malheureusement est là et est en train de s'installer? Et on va voir ça tout de suite, bien sûr. Alors, je rappelle que je terminerai bien sûr avec une bonne nouvelle, comme d'habitude. Alors, une bonne nouvelle plus personnelle, on va dire. On verra ça tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver des bonnes nouvelles en ce moment. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous ai prévenu, les indicateurs des directeurs d'achat du mois de septembre viennent de sortir. On était un petit peu fébrile. On s'inquiétait de savoir si en septembre, ça allait prolonger la récession qu'on avait déjà depuis quelques mois, notamment en France. Et malheureusement, c'est le cas. Malgré le tourisme, malgré la Coupe du Monde de rugby, malgré un peu tout ça, ce qu'on nous a annoncé, tout va bien là aussi, eh bien non, regardez bien, c'est ici l'indicateur donc de l'industrie française. On verra tout à l'heure les services et puis l'ensemble des secteurs d'activité pour la France. Vous connaissez l'enquête, hein, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est le recul de l'activité, la courbe bleue c'est la variation annuelle du PIB et donc regardez bien, on est en train de s'effondrer très loin de la barre des 50, ça c'est dans l'industrie. Nous sommes dans l'industrie depuis juillet 2022 en récession et ça continue, là on est à 43,6, donc la récession s'aggrave dans l'industrie. Alors jusqu'à pendant quelques mois, on était protégé par les services et maintenant depuis donc l'été dernier, ça y est, les services également sont en train de plonger et ça continue. Vous voyez là, c'est la courbe verte, donc l'activité dans les services, on est là aussi à 43,9. Vous voyez, ce sont des plus bas depuis finalement novembre 2020 et le corona. C'est-à-dire pour retrouver plus bas après, il faut remonter à la crise de 2009 voire de 2012. Donc les dernières récessions finalement, donc nous sommes bien dans une situation assez dramatique et si on regarde l'ensemble des secteurs d'activité, ce qu'on appelle l'indicateur donc composite, et bien là aussi, regardez bien, 43,5, ça continue de s'effondrer. Donc en fait, comment on fait des prévisions? C'est pas compliqué. Vous voyez, c'est la courbe bleue, c'est donc la variation annuelle du PIB français. On voit que malheureusement, ça va continuer de s'effondrer. On pourrait même tomber à moins 4% de variation annuelle du PIB français d'ici la fin 2023. C'est assez dramatique. Donc ce qui veut dire que le PIB français, donc la richesse qu'on crée en France, hors inflation, va baisser fortement sur l'ensemble du second semestre, voire même le premier trimestre 2024. Vous voyez que c'est quand même assez catastrophique, je suis désolé de le dire, mais on se doit de regarder la réalité en face. Là aussi, c'est vrai que c'est très loin du discours ambiant, mais pourquoi ne pas dire les choses tout simplement? Oui, la situation est grave, malgré toutes les aides qu'on peut apporter ici ou là, malgré l'explosion de la dette publique. Là aussi, on aura les chiffres bientôt, on en reparlera la semaine prochaine, les chiffres du deuxième trimestre sur la dette publique qui vont certainement exploser. Donc tout ça pour dire que malheureusement, la situation en France est très grave et il faut réagir en conséquence. Je n'attendais pas grand-chose du discours de M. Macron il y a quelques jours, mais finalement, je n'ai pas été déçu, entre guillemets, puisque rien n'était annoncé. On est très très loin de pouvoir sauver la France, j'ai envie de dire. Comment faire? On a un virage très compliqué parce qu'on a à la fois une inflation forte, une récession qui est là, des taux d'intérêt qui augmentent, on le verra tout à l'heure. Et donc à partir de là, c'est vrai que malheureusement, on continue toujours pareil, le même discours. Non, on va s'en sortir, le quoi qu'il en coûte n'est pas vraiment là, mais il est quand même là. On fait du marketing. Non, malheureusement, ça ne suffit pas. On voit bien que cette situation est très compliqué pour l'économie française et d'ailleurs c'est aussi le cas pour l'économie de l'ensemble de la zone euro, on le voit ici. Alors là c'est donc les indicateurs pour l'ensemble de la zone euro, dans l'industrie c'est en rouge et dans les services c'est en vert et là c'est le PIB, vous voyez, de la zone euro qui lui aussi va passer en négatif. On pourrait avoir du moins 2, moins 3% de baisse annuelle du PIB. Si vous regardez l'indicateur composite, là aussi dans la zone euro, vous voyez que c'est quand même moins grave qu'en France, hein. On est sous les 50 bien sûr, mais c'est moins grave qu'en France. Alors justement, si on se compare aussi à nos voisins allemands, et bien là aussi on a une situation qui est assez compliquée. Vous voyez que la récession industrielle s'aggrave, mais regardez dans les services, ça va un petit peu mieux. Donc là c'est qu'on a du mal à comprendre parce qu'on dit dans les services en France, notamment grâce au tourisme, etc., ça va mieux. Puis on se rend compte que finalement c'est pas forcément le cas et l'Allemagne finalement va un petit peu mieux qu'au mois d'août, mais c'est toujours évidemment la récession outre-Rhin. Et donc malheureusement, si on fait le résultat des courses pour l'ensemble des pays qui ont publié aujourd'hui leurs premières estimations des enquêtes des directeurs d'achat du mois de septembre, malheureusement, la France a retrouvé son
rôle de lanterne rouge, sa position de lanterne rouge de la croissance mondiale. Donc là, on voit donc sur le mois de septembre les indicateurs donc, des directeurs d'achat, tous secteurs confondus. Le Japon, 51,8, ça baisse un petit peu, plus bas de février 2023, mais ça reste quand même en croissance. États-Unis, on est juste à la frontière, 50,1. Australie, 50, d'ailleurs, qui passe un petit peu devant les États-Unis, mais c'est au même niveau, mais eux qui sortent de la récession. Ensuite, la zone euro, 47,1. Le Royaume-Uni également, qui replonge un petit peu, 46,8. Peut-être pour ça que le roi Charles est venu en France, hein, pour une sorte de cohésion entre la France et le Royaume-Uni. Je plaisante, bien sûr. L'Allemagne, 46,2. Et donc la France, regardez bien, 43,5, un plus bas depuis novembre 2020. Je ne sais pas si on se rend compte, parce qu'on est sur des plus bas, donc depuis la pandémie et depuis novembre 2020, à l'époque, on était enfermés. Donc il y avait une économie complètement catastrophique. Aujourd'hui, on a les mêmes niveaux d'activité qu'à cette époque-là. Et pourtant, on est heureusement, pour l'instant, du moins, on n'est pas enfermés. Donc tout ça pour dire que la situation est quand même très grave. Et surtout, comment va-t-on réagir? Parce que eh bien, les conséquences de tout cela, on les connaît, notamment pour les entreprises. Et les défaillances d'entreprises ne cessent d'augmenter. Voilà les derniers chiffres de la Banque de France. Vous regarderez dans le détail, évidemment. Au total, on a 50 441 défaillances d'entreprises sur 12 mois en France. Encore une fois, le chiffre de la Banque de France. Donc une hausse de 41,5% sur un an. Alors, par rapport à 2019, on est encore à moins 1,4%. Mais c'est parce qu'il y a évidemment les micro-entreprises qui faussent un petit peu le jeu. Micro-entreprise, ça veut dire un salarié globalement. Mais si on regarde les autres entreprises, et bien là, c'est beaucoup plus dramatique, notamment les moyennes entreprises. Vous voyez, on a 369, je dirais, dépôts, du moins défaillances d'entreprises, 1166 pour les entreprises de 10 à 99 salariés. Vous voyez, des chiffres assez incroyables, 89,6% de hausse sur un an, 74,1%. Et par rapport à 2019, 79,1%, 55%. Et même pour les grandes entreprises et les moyennes entreprises, enfin les ETI, comme on appelle, 92,6% d'augmentation. C'est des chiffres complètement fous. Et on nous dit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc là, attention, on a des grandes difficultés, bien sûr. Toutes les entreprises qu'on a, entre guillemets, aidées pendant le corona, même celles qui ne méritaient pas, ben maintenant, on ne peut plus aider celles qui mériteraient justement d'être sauvées. Ça, c'est l'erreur de 2020. On a voulu, évidemment, arroser un peu tout le monde sans regarder où on mettait effectivement les deniers publics, parce que c'est ça, ce sont des deniers publics, bien entendu, avec une augmentation de la dette publique. Alors, s'il y a des défaillances d'entreprise, et ben ensuite, évidemment, il y a des licenciements, donc le chômage augmente, et là aussi, c'est le dernier indicateur donc, avancé de l'emploi, l'indicateur du climat de l'emploi selon l'INSEE. Ça s'est un petit peu amélioré, mais on voit bien que néanmoins, la tendance sur le chômage, c'est la courbe bleue ici, va suivre la courbe rouge. On pourrait très vite revenir vers 8% de taux de chômage. D'ailleurs, on parle encore d'un taux de chômage à 7%, mais si on voit les chiffres d'Eurostat, nous sommes déjà, vous voyez, à 7,4% de taux de chômage. La France est numéro 4 en termes de taux de chômage de l'Union européenne. Oui, c'est toute l'Union européenne ici. Donc les premiers, ce sont les Espagnols, 11,6%, Grèce, 10,8%, Italie, 7,6%, juste devant, donc nous, la France, 7,4%. Vous voyez qu'ensuite, évidemment, on a des niveaux bien plus bas de taux de chômage. Sur la Belgique, 5,5%, on compare sur la Belgique, c'est vrai. L'Union européenne, 5,9%, la zone euro, 6,4%. Bon, tout ça pour dire qu'on a une situation aujourd'hui où la France, malheureusement, c'est très compliqué cette situation, et parallèlement, jusqu'à présent, ça tient parce que le chômage n'a pas encore fortement augmenté. Ça, c'est le chômage de catégorie A. Je rappelle que le chômage, toute catégorie confondue, on est à 16,5% de taux de chômage en France. Donc, malheureusement, on ne voit pas ça dans les chiffres, mais même le chômage de catégorie 1 va effectivement encore augmenter. Alors, pour couronner le tout, comme vous le savez, on en a déjà parlé la semaine dernière, il y a une inflation qui perdure, qui se maintient. On verra les chiffres du mois de septembre très bientôt, on en reparlera la semaine prochaine, mais on ne les a pas encore, sinon je les aurais dit, bien entendu, mais ça risque de générer une nouvelle hausse de cette inflation. Et parallèlement, on a les taux d'intérêt qui continuent d'augmenter. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que justement, jusqu'à présent, on a augmenté la dette publique, on l'a explosé. Je vous rappelle que la dette publique a augmenté jusqu'à présent, jusqu'à la fin du premier trimestre 2023, de 638 milliards d'euros, alors que le PIB n'a augmenté que de 238 milliards d'euros. Il y a 400 milliards d'euros qui n'ont pas disparu, mais on ne sait pas trop où ils sont, entre guillemets. En tout cas, ils ont été dépensés à mauvais escient, finalement. Et parallèlement, jusqu'à présent, les taux d'intérêt étaient bas. Enfin, jusqu'à présent, jusqu'à 2021, et depuis 2021 et surtout 2022, les taux d'intérêt ont explosé et voilà, ça continue. On est maintenant, je vous parle, quasiment à 3,4% de taux d'intérêt à 10 ans. Vous voyez que ce sont des plus hauts depuis le 6 janvier 2012. On voit bien qu'à l'époque, évidemment, vous avez des taux d'intérêt qui pouvaient monter à 4%. Donc c'est le risque pour les prochains mois. On pourrait avoir des taux d'intérêt qui augmentent à 4%. Et alors le pire, c'est que si on se compare à 2012, à l'époque, la France avait quand même une certaine crédibilité par rapport aux autres pays de la zone euro. Prenons par exemple le Portugal. Vous voyez, en 2012, on avait des taux d'intérêt à
quasiment 4%, mais du moins 3,5% exactement, mais au Portugal on était à plus de 13%. Donc il y avait 10 points d'écart entre le taux d'intérêt des obligations de l'État français et de l'État portugais. Entre guillemets, la France était plus crédible, plus sérieuse finalement. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Et aujourd'hui, regardez bien, l'écart de taux s'est évidemment réduit. Alors c'est vrai que la Banque centrale européenne a aidé, mais regardez bien aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'écart de taux. On est à 0,18 points d'écart de taux d'intérêt sur la dette publique entre la France et le Portugal. Donc on ne me dise pas que la France c'est formidable. Oui, on aime la France, c'est un pays formidable, c'est sûr, mais en tout cas en termes de gestion de la dette publique, c'est aussi catastrophique, peut-être même plus que le Portugal. Hein, non, je ne dis rien pour les Portugais, on les aime beaucoup, mais tout ça pour dire qu'il n'y a plus aujourd'hui, je dirais, de prime à la France, et donc la France devient évidemment une dette également dangereuse. Et a fortiori, si le taux d'intérêt augmente encore, ça va alourdir la charge de la dette. Et regardez bien, nous vivons en France le plus grave krach obligataire depuis 1987. Vous voyez, je mets l'augmentation des taux d'intérêt, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on avait des taux d'intérêt négatifs sur la dette publique française, qui évidemment était un non-sens, c'était complètement anormal. Et aujourd'hui, donc 3,75 points d'augmentation. Vous voyez, on est passé de moins 0,4 à plus 3,35, donc 3,75 points d'augmentation, ce qui veut dire qu'on n'a jamais vu ça, même pendant le krach de 91 et de même 94. Et donc il faut remonter, vous voyez, à 87 pour avoir une augmentation qui était de 4,5 points à l'époque. Le taux d'intérêt était plus élevé, c'est vrai, mais bon, on est sorti d'une phase de forte inflation aussi, c'était un petit peu différent. Toujours est-il que là, ça c'est très dangereux parce que quand les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique qui est déjà, comme vous le savez, donc on l'a vu en récession, donc ça aggrave la récession et à partir de là, ça peut générer évidemment un clash encore plus fort et parallèlement, les ménages vont pas pouvoir s'endetter, les entreprises également investir, donc ça veut dire baisse de l'investissement, baisse encore une fois des prix des logements, on en reparlera la prochaine fois mais ça continue, baisse de la consommation. Finalement, ce n'est pas de nature à sauver notre douce France. Parallèlement, les taux d'intérêt des obligations d'État augmentent dans tous les pays de la zone euro. Tout à l'heure, on a vu le Portugal donc, qui fait jeu égal avec la France. On a pour l'instant l'Italie qui est l'un des pays où les taux d'intérêt sont les plus élevés, 4,7%. On voit la Grèce ensuite, 4,3%. Vous voyez que la Grèce finalement est devenue moins dangereuse que l'Italie. Ça reste quand même des plus hauts en dehors de octobre 2022, donc des plus hauts depuis juin 2013 en Italie et décembre 2017 en Grèce. Si on regarde l'Espagne, 3,9% de taux d'intérêt à 10 ans, un plus haut depuis le 6 janvier 2014. Donc la France, on l'a vu, un plus haut depuis 6 janvier 2012. Et même l'Allemagne, vous voyez, c'est un peu moins haut, certes, mais 2,8% de taux d'intérêt, un plus haut depuis le 22 juillet 2011. Donc ça veut bien dire que la crise, je dirais, de la dette publique est en train de revenir dans la zone euro. Donc augmentation des taux d'intérêt, ça veut dire que là aussi, on a un risque d'une crise existentielle de la zone euro. Parce que lorsqu'il y a eu la crise grecque, il y avait 350 milliards d'euros de dette grecque, donc on a pu sauver, je dirais, l'ensemble de la zone euro et notamment la Grèce. Est-ce qu'aujourd'hui, avec 2800 milliards d'euros de dette italienne, 3000 milliards d'euros de dette française, est-ce que ça va être aussi facile? Bien sûr que non, donc ça va être très compliqué. Et puis surtout, comme l'Allemagne est dans une très grave récession, est-ce qu'elle va continuer de payer pour tout le monde, entre guillemets? Eh bien, ça a l'air un petit peu compliqué. Donc attention, là aussi, la zone euro risque de tomber dans une nouvelle crise existentielle, ce qui va évidemment faire baisser l'euro davantage, hein, il n'arrête pas de baisser d'ailleurs, et si l'euro baisse, ça fait augmenter l'inflation importée. Donc si l'inflation augmente, ça casse l'activité économique, ça aggrave la récession. Vous voyez que c'est un cercle pernicieux extrêmement dangereux, mais malheureusement, nous y sommes aujourd'hui et on voit bien que la Banque centrale européenne n'a plus de crédibilité pour arrêter l'hémorragie, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la zone euro est aussi en danger. Alors d'ailleurs, on le voit bien jusqu'à présent, les marchés boursiers, finalement, quels que soient les chiffres, continuaient bon an, mal an. Il y avait du haut et des bas, mais c'était surtout plutôt, je dirais, un certain optimisme. Là, on voit que depuis quelques jours, ça y est, c'est en train de baisser assez nettement. Là, on voit le CAC 40. Alors, c'est vrai qu'on était remonté à 7515 le 31 juillet dernier. Et là, c'est reparti à la baisse. Vous voyez, plus de 6% de baisse. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on disait, bon, le CAC 40, ce qui compte, c'est les grandes entreprises. Donc, comme on a une bonne croissance mondiale, tout va bien. Les banques centrales sont là pour veiller au grain. Là, on se rend compte que, attention, il y a des nouveaux risques donc d'inflation qui perdurent, d'augmentation des taux d'intérêt, des obligations d'État également. Et parallèlement, il y a toujours cette crainte qui fait que finalement, aujourd'hui, on a cette récession qui va jouer sur les résultats des entreprises et donc faire baisser les profits des entreprises et donc faire baisser les marchés boursiers. C'est pourquoi aujourd'hui on voit bien le CAC 40, malgré, je dirais que 80% des profits des entreprises de CAC 40 viennent de l'étranger, eh bien il commence
a baissé assez nettement. Donc même là aussi, on a une situation qui est particulièrement compliquée. Donc dans ce cadre, on voit qu'on a une récession, une inflation qui reste élevée, des taux d'intérêt continuent d'augmenter, on a probablement des marchés boursiers qui sont chahutés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se protéger? Alors d'abord, comment se protéger en tant qu'entreprise? Vous savez que, je le dis souvent, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc pour les entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes, petites, même des micro-entreprises, même des boulangeries, etc. Je veux dire, encore une fois, toutes nos entreprises doivent être sauvegardées, si elles le peuvent, bien entendu. Et pour ce faire, il faut développer en permanence des stratégies anti-crise. Alors il y en a plusieurs, j'en mets 4 en avant. D'abord des stratégies de niche sur des produits, des services qu'on est les seuls à faire et pour lequel on a un savoir-faire, ce qui est certainement le cas de beaucoup de ceux qui nous écoutent. Et ce savoir-faire, il faut le faire savoir. Deuxième stratégie, on doit communiquer sur nos niches. Troisième stratégie, il faut constamment innover. Alors pas seulement dans la high-tech, on peut innover à tous les stades du processus de production, dans les services qu'on va apporter, sur le site internet, etc. Et bien sûr avoir une formation de nos salariés qui soit adéquate par rapport à cette innovation qui va créer donc des nouveaux besoins, une nouvelle demande. Parallèlement, un développement à l'international pour les entreprises qui le peuvent, bien entendu, ce qui va nous permettre de profiter d'une croissance mondiale plus forte que celle qui est en France, évidemment. Et donc, dernier point important, il faut un service à la clientèle qui soit parfait. Aujourd'hui, il n'y a plus de services, malheureusement. Il y a très peu d'entreprises qui donnent des bons services, qu'elles soient grandes ou moyennes. D'ailleurs, souvent, les petites ou moyennes entreprises ont un meilleur service que les grandes entreprises. C'est assez lamentable. Donc là, c'est ce qui va générer la différence. Le service va permettre de garder des clients, même de capter des nouveaux clients. Malheureusement, dans cette crise, les entreprises vont certainement disparaître. Celles qui vont rester, eh bien, vont rafler la mise. Donc c'est pourquoi il faut développer ces stratégies anti-crise pour faire partie des entreprises qui restent, qui perdurent, parce que sans avoir besoin des aides, évidemment, de l'État. Au niveau personnel maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si on est évidemment salarié, c'est pas forcément le moment de bouger, parce qu'on a vu que le chômage va augmenter, donc soyez prudents. Si vous avez une bonne place, restez-y, parce que, évidemment, si vous changez de boulot, pourquoi pas, ça peut être bien, mais attention, dernière entrée, premier sortie, si jamais il y a une difficulté dans l'entreprise. Donc pour l'instant, sauf si évidemment on a un pont d'or, mais sinon, mieux vaut rester prudent. Pareil sur l'inflation, il faut faire jouer la concurrence entre les différentes enseignes pour avoir les achats à meilleur prix, bien entendu, et puis d'ailleurs, c'est ce qui va se terminer, ça va se terminer comme ça, quand l'inflation va trop loin, la consommation baisse, et ensuite les prix finissent par baisser. Et donc dernier point sur l'immobilier notamment, parce que l'immobilier est en train de baisser, il ne faut pas hésiter à faire des propositions d'achat avec une nette baisse des prix et peut-être que le vendeur sera obligé d'accepter finalement votre proposition. Donc n'hésitez pas, voilà comment on peut, je dirais, sortir par le haut de cette crise en tant que particulier. Au niveau maintenant de notre épargne, alors que faut-il faire? Eh bien, vous l'avez compris, il faut rester extrêmement prudent. On peut d'ailleurs garder de l'argent sur des comptes à taux garantis. Alors bien sûr le livret A, mais ce n'est pas des sommes énormes, mais ça c'est déjà pas mal, même si le taux n'a pas augmenté. Mais aujourd'hui les banques proposent des comptes sur livret avec des taux sympathiques. Donc il faut là aussi en profiter. Au moins c'est des taux garantis, comme les taux d'intérêt ont augmenté. C'est mieux que rien, même si l'inflation est un petit peu plus supérieure ou au même niveau. Tant mieux, profitons-en. C'est déjà ça de gagner, il n'y a pas de risque. Ensuite, évidemment, on peut avoir une stratégie de long terme. Alors cette stratégie de long terme, ça veut dire que on achète aujourd'hui, qu'on ne regarde pas, on regardera ça dans quelques années, il faut avoir les reins solides pour ce faire. Bien sûr, vous l'avez compris, il faut délaisser les obligations d'État, parce que comme les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire que les cours des obligations vont baisser. Je vous avais donné comme, je dirais, consigne, ou du moins comme conseil il y a quelques mois, voire quelques années, d'acheter des obligations indexées sur l'inflation. Ça a très très bien marché, alors ça a coûté d'ailleurs très très cher à l'État. Donc aujourd'hui, tant mieux. Attention, comme l'inflation va baisser maintenant, donc c'est peut-être plus forcément le bon moment. En ce qui concerne les taux de change, on l'a vu, l'euro baisse, donc regardons, voire revenons sur le dollar, voire un petit peu de franc suisse qui a un petit peu baissé, ça peut être intéressant à l'achat. Les actions et l'immobilier restent évidemment des excellents placements, mais sur le long terme. Donc si on achète maintenant, il faut attendre que ça remonte, parce que là, à court terme, ça va être très compliqué, il va y avoir une phase de baisse sur les actions, sur les marchés immobiliers de l'ordre de 10 à 15% de baisse pour les prochains mois. L'or, bien sûr, toujours en avoir, la fameuse poire pour la soif, autour des 15% de son portefeuille. Le bitcoin, les crypto-monnaies, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez, moi je trouve ça extrêmement dangereux, mais enfin si ça vous dit, pourquoi pas, mais sachez-le, c'est très dangereux et ça va rester extrêmement volatile. Alors bien sûr, la petite entre guillemets blague, mais qui devient de moins en moins une blague, les fameux 100 000 €, vous savez, sur nos comptes, est-ce que l'État un jour va puiser au-delà? Pour ceux qui ont la chance d'avoir plus de 100 000 € sur leur compte, il va falloir rester prudent là aussi et diversifier peut-être ces banques, mais c'est clair qu'un jour l'État aura cette tentation de ponctionner dans notre épargne, dans nos comptes surlivrés, parce que justement il aura besoin et qu'il ne pourra pas augmenter encore trop fortement les impôts, donc il pourra servir. C'est pas pour tout de
de suite, je vous préviendrai, mais ça, il faut également l'avoir en tête. Alors, pour terminer, je vous ai promis avec la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, effectivement, elle est un petit peu, on va dire, personnelle. Elle nous concerne tous. Hein, c'est justement, voilà, le trophée de la chaîne YouTube. Donc, le trophée YouTube pour les plus de 100 000 abonnés. Donc, merci à vous toutes, à vous tous. Vous êtes formidables. C'est grâce à vous tout ça. Alors, voilà, la chaîne YouTube a été créée, donc, Martoiti TV, donc, en mars 2020, en plein Corona. C'est vrai que mes enfants m'avaient lancé un petit peu le défi à l'époque. Voilà, ça a été fait. Et puis, c'est vrai que ce qu'on a annoncé très vite, on a dit, il faut dire la vérité. Et ça a plu. Et puis, surtout, ça a fonctionné parce qu'on avait annoncé l'augmentation de l'inflation, une augmentation des taux d'intérêt, etc. On ne nous croyait pas à l'époque, c'est ce qui s'est produit. Donc voilà, ce succès, c'est grâce à vous, bien entendu. Donc voilà les chiffres, hein, plus de 105 400 abonnés maintenant, presque 10,2 millions de vues, hein, donc, depuis 2020, 187 vidéos. Donc merci à tous pour votre fidélité. Juste pour terminer, pour les perspectives, on va donc faire, comme promis, un événement conférence donc fin octobre, je vous en dirai plus très prochainement, et parallèlement, donc, on va faire des abonnements premium avec des chats, hein, des interviews en direct avec vous, et parallèlement, vous pourrez également disposer de l'ensemble des graphiques que je vous présente sur ces vidéos. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup, continuez à aimer, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à faire abonner, c'est formidable, la vérité l'emportera. Accrochez-vous, la période va être très compliquée. Malheureusement, nos dirigeants n'ont pas été à l'auteur de la situation et donc ils ont laissé cette situation devenir dramatique. Elle est aujourd'hui dramatique. On s'en sortira, on sortira par le haut de cette crise. Du moins, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Donc encore, merci beaucoup pour votre fidélité. Portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.